Conan, en une petite phrase, disons que c'est 300 à la sauce Heroic Fantasy et Conan. Conan qui est un mercenaire dans une grande armée qui est embauché par un petit pays qui s'appelle Koraja. Se retrouve en fait porté à la tête de cette armée par la princesse elle-même qui cherche l'homme providentiel. Et il se retrouve à mener cette armée pour contrer l'énorme menace d'une armée qui vient du sud, dirigée par un magicien maléfique. Pour refaire la petite histoire, en 2015, janvier 2015, à Angoulême, c'est Jean-David Morvan qui nous contacte pour nous proposer l'aventure. Et un mois plus tard, effectivement, Glénat, qui avait été tout à fait convaincu par le premier tome du Roi des Ribauds, nous propose 3 pitchs. Parmi lesquels le Colosse Noir ne figurait pas, important. Et nous, sur ce mois-là, on avait relu absolument tout Howard dans la collection éditée par Brajlon et dirigée par Patrice Louinet. C'est important de le dire parce que je reviendrai dessus après. Et parmi tous ces récits, et parmi ceux qui n'étaient pas pris, outre ceux qui nous avaient proposé, qui nous plaisaient pas trop, le Colosse Noir a attiré notre regard parce que justement, il regroupait un peu tout ce que pour nous était Conan, un personnage qui est capable de passer d'un statut à un autre, donc en l'état d'un simple soldat à un général, et de montrer toute l'étendue de ses capacités, tout en étant quelqu'un d'assez simple et d'assez brut, mais dans le bon sens du terme. En plus d'aussi montrer sa connaissance de la géographie. Voilà, c'était au moins une histoire qui nous montrait que Conan est pas forcément le personnage brut de décoffrage, violent et un peu bébête que le montrait le film avec Schwarzy. Voilà. De notre génération de trentenaires, un petit peu moins. Vincent comme moi, mais je pense qu'Anthony Jean, si tu arrives à l'interviewer ce week-end, et d'autres qui ont notre âge, on n'a pas grandi avec les comics, ni forcément avec les romans, les nouvelles, mais on a grandi, surtout quand on a commencé à faire de l'illustration et du dessin, notre métier, on a grandi avec les dessins de Frazetta évidemment et de Buscema, sans forcément les relier évidemment, on les reliait en comics, mais sans avoir forcément été plongé dedans. On voyait défiler ça et tout. Et donc moi, adolescent, j'avais vu le film de John Milius, donc le premier, pas les suites, qui est quand même bien mieux qu'un très bon film, malgré le fait que c'était un mauvais Conan, selon Patrice Louinet. Voilà, j'en avais que ça. Et du coup, quand un an avant, c'est la coïncidence, avant qu'on nous propose le projet, moi je m'étais remis avec passion dans la littérature américaine du début du XXe siècle. Donc j'avais relu tout Edward Burroughs, donc les John Carter of Mars, Tarzan, et puis je m'étais remis aussi sur les Howard, sur les Lovecraft et tout. C'est vraiment dans cette littérature-là du fanzine, il y avait, et de l'imprimé rapide, il y avait quelque chose, il y avait une sorte d'urgence, il y avait une écriture qui correspondait aussi à mon dessin. Et en relisant tout Howard, j'ai redécouvert le personnage. Et en fait, quand ils nous ont proposé de faire le Conan, ça allait de soi que j'illustre et que Vincent mette en scène le Conan qui nous venait à l'esprit quand on lisait. Donc c'est pour ça qu'on s'est absolument pas attaché à une quelconque un caractère design qui a été bien posé par les Américains. Là, on s'est vraiment dirigé vers un Conan qui était plus Mel Gibson dans Braveheart que le barbare slip en fourrure, nez droit et bien rasé qu'on voit dans tous les comics, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi le Colosse Noir, parce que pour nous c'était enfin l'opportunité de revenir sur du franco-belge et de se confronter à moi quelque chose qui m'avait toujours fait peur et qui faisait rêver Vincent, c'était mettre en scène la grosse bataille. Donc effectivement, ça a été un des points d'orgue de l'album, auquel on réserve 15 pages. Je dois dire que au final, c'est passé assez bien en fait. Vincent le sentait bien, a bien vu le truc. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de. La mise en scène il était important qu'on plonge en même temps le lecteur, tout autant qu'on continue à lui montrer l'ensemble pour qu'il comprenne bien la stratégie. Et pour ça, on s'est inspiré tous les deux de films, donc que ce soit Gladiator, mais également Alexandre le Grand. Et parce que dans les deux films, on a toujours des grandes vues d'ensemble du champ de bataille, et en même temps, on est aussi projeté au sein du champ de bataille avec les guerriers. Et c'est ce qu'on voulait absolument. Donc en jonglant entre les deux, je pense qu'on a réussi à faire une mise en scène qui est pas trop mal, assez lisible et qui immerge vraiment bien le lecteur jusqu'à son point final assez rouge et sanglant. Et c'est marrant parce qu'on nous dit souvent qu'avec des albums comme ça, on change de ce qu'on a fait avant, mais
Vincent comme moi, on n'a pas de genre attitré, c'est-à-dire que si on a une bonne histoire à raconter dans du fantastique, dans de l'horreur, dans du polar, dans du médiéval comme on fait en ce moment, eh bien on aura toujours quelque chose à raconter. Et là justement, cette inclusion du fantastique, elle était très intéressante parce que dans les nouvelles de Howard, elle a quelque chose d'un peu kitsch. Notamment, je cite, tout à la fin, le magicien repart sur le dos d'un chameau ailé. Ça, à représenter textuellement, c'est un peu, c'est un peu suranné, ça peut être rigolo, mais ça le faisait pas. Alors, par contre, comme dès le départ, ça c'est sous-jacent dans la nouvelle, le magicien est habité par une présence démoniaque, déifique, on voulait la représenter justement. Et moi, assez vite, ça c'est ce que j'avais proposé à Vincent, c'était de me référer au film La Momie. Où le pharaon en fait est entouré de nuées d'insectes, et en fait c'est ce qu'on voulait représenter, la nuée d'insectes, ou on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, qui est constamment présente autour du magicien. C'est le dieu qui l'accompagne, le dieu maléfique qui l'accompagne, d'ailleurs qui se retire sans spoiler quoi que ce soit, mais qui se retire à la fin pour les raisons que vous verrez bien en lisant l'album. Voilà. C'est vrai, mais ça fait partie ça fait partie de ces écrits et de toute cette littérature populaire du début du XXe. On retrouvait énormément ça aussi dans John Carter of Mars, Princess of Mars, parce que ça reste quand même le personnage principal, reste la princesse, et en tout cas dans ses écrits, ils sont décrits comme étant nus en fait, complètement, avec juste les harnais d'armes et tout. Donc cet théorétisme, il est très très présent. C'est marrant parce qu'on peut le lire comme une sorte d'émancipation au début du XXe siècle de la religion, en tout cas du carcan religieux, et qu'on retrouve que dans ces œuvres-là, qui sont d'ailleurs souvent considérées un peu avec une odeur de soufre, mais justement c'est ce qui est intéressant. Alors nous, en adaptant le Conan, surtout au regard de notre époque, il fallait quand même revoir un peu le texte, sans le trahir évidemment, mais avec les évolutions sociales et puis le regard et l'importance de la femme aujourd'hui quand même. Dans les écrits de Howard, la princesse, elle est un peu nunuche, elle se laisse un peu porter par les choses, et elle n'a pas vraiment une grande importance. Là, on voulait vraiment en faire un personnage politique d'importance. Elle fait des choix pour son royaume, elle veut le sauver d'une menace imminente, et donc pour elle, effectivement, ça passe par le choix de cet homme providentiel qui pourrait avoir un vrai ascendant sur son armée parce qu'il a déjà une forte popularité, et en même temps, elle est assez fine politiquement pour bien mener son monde et sa barque. Donc ça, c'est ce qu'on voulait montrer. Évidemment, on pouvait pas elle est en même temps séduite par ce que dégage Conan, mais ils sont tous les deux sur un pied d'égalité, vraiment, c'est ce qu'on voulait montrer. Et à la fin, c'est elle qui choisit d'aller vers lui et non pas lui qui l'apprend après la fureur de la bataille, quoi. Donc ça, c'est un petit peu les subtilités qu'on a apportées au texte, qui était intéressant de remettre. L'avantage d'un texte, au final, une nouvelle qui était assez courte, c'était que sur un album de 62 pages, on pouvait du coup s'étendre un petit peu plus sur la psychologie des personnages, autant qu'on pouvait, évidemment. C'est vrai que sur une création comme Iradei qu'on fait chez Dargo, là par contre on a plus de place pour creuser vraiment tout ça. Mais là, voilà, on avait ce challenge-là, et c'était ce qui était intéressant. Conan, c'est notre laboratoire, au sens où on revenait à ce format franco-belge, on revenait donc à une narration qui est particulière, et puis c'était sur ce format-là qu'on allait jusqu'au bout on revenait vers de l'épique, du grand spectacle, et donc de la grosse bataille. Iradei se veut être une série médiévale d'aventure, grand spectacle évidemment, avec ce souffle d'aventure qu'on retrouve dans les grands films hollywoodiens des années 50-60, et revisité avec la modernité de notre regard à nous. Et du coup, c'est pareil, moi je m'étais dit là, c'est là où je peux essayer de tout faire, voir jusqu'où je peux pousser, je peux me pousser sans conséquence. C'est-à-dire que voilà, les grands paysages, les scènes de bataille, et puis également le retour au traditionnel sur la toute dernière fin, puisque c'est un album qui est encore entièrement réalisé en numérique, sauf la toute dernière page où là je me suis dit je prends mon courage à deux mains, je saute le pas et je me remets sur le papier. Et en même temps, je me suis rendu compte que j'en avais très envie. Ce qui fait que Iradei, c'est aussi une série où ça marque mon retour au papier pour l'ancrage, et en même temps, ça marque aussi l'avènement, disons, du côté épique et aventure qu'on avait commencé à initier ici.